Alors avec Fabrice Dos-des-Vaudois, bonjour Fabrice, Bonjour. on va essayer d'éclaircir un sujet qui peut être flou et qui peut vous amener dans des petits soucis si vous ne savez pas bien déterminer ce que les termes veulent dire. Donc on va faire la différence entre pression professionnelle, burn-out, dépression. Est-ce que vous pouvez qualifier tout ça et éclaircir dans la tête de nos amis ce que tout cela signifie et les conséquences et comment on en sort? Bon, alors c'est vrai qu'on a coutume de dire qu'au travail, on subit la pression. Et c'est vrai que la pression née du travail est quelque chose d'assez commun maintenant à beaucoup de salariés et à beaucoup d'entreprises. Ce qu'on pourrait décrire comme étant la pression, c'est notamment parce que c'est une notion temporelle. En fait, la pression se détermine selon ce que j'ai à faire, qui peut parfois d'ailleurs m'inviter à un coup d'accélérateur au fait des délais que l'on me donne. Et parfois, les délais, lorsqu'ils sont resserrés, bah, ça met la pression que d'atteindre l'objectif. Mais la pression en soi n'est pas un problème, sauf à ce qu'on n'arrive pas à la gérer. Et quand on n'arrive pas à gérer la pression, on subit Stress. un coup de stress. Voilà. Et donc le stress aigu est déjà une réponse de protection du corps, une réaction normale du corps qui dit attention, ce qu'on te demande de faire dépasse possiblement tes capacités. Donc il y a une adaptation nécessaire déjà au moment où on stresse. Alors, on ne tombe pas dans le piège. Il n'y a pas de bon stress et de mauvais stress, il n'y a que du stress. Il y a du stress aigu Ou pas. ou chronique. Hein, le stress aigu, c'est une réaction normale du corps lorsqu'il se sent dépassé par les événements alors qu'il doit assumer une charge, un objectif. Le stress chronique, c'est quand on n'a pas résolu les causes du stress et qu'on s'est laissé emporter et dériver dans une forme de continuum stressant. Et donc, quand on se sent dépassé de manière continuelle, on dit qu'on est stressé chroniquement, avec toutes les conséquences psychologiques et surtout les conséquences physiologiques, puisqu'on parle de tension artérielle, de risque cardiovasculaire. Alors, là, on a déterminé donc le stress et la pression professionnelle. La dépression. Alors la dépression et puis le syndrome même du burn-out, bah, évidemment, c'est lorsque le corps n'arrive plus ni à faire face, ni à analyser, ni à répondre, évidemment, à la situation stressante. Heu, la dépression, on peut commencer à la qualifier en disant que le salarié a lâché prise. Il est dépassé, mais il est aussi englouti, enseveli par, la difficulté, par, l'absence de solution d'après lui, par le manque de soutien social, par l'obscurantisme de tout ça. Alors que le syndrome du burn-out, il y a une vraie rupture. Elle est à la fois physique, physiologique, et psychologique. On parle même d'épuisement professionnel et l'épuisement professionnel, il est triptyque, c'est-à-dire qu'il est de nature plurifactorielle. Alors, d'où viennent ces sources de burn-out et de dépression? Bah, ça vient d'abord, de la médecine du travail et puis des psychologues, hein, qui nous ont, appris à identifier les maux MAUX dont souffrent, les salariés. Alors c'est vrai que le syndrome du burn-out est très particulier parce il est lié à la fois à la condition humaine, c'est-à-dire que on peut ne pas être, sujet dans les mêmes conditions de stress, par exemple, à un burn-out, selon qu'on soit bien dans sa peau ou qu'on ait déjà des prédispositions à être dépressif. Donc c'est vrai que le syndrome du burn-out est difficile à analyser en tant que, singulièrement un problème du travail, parce que très souvent, il y a un terrain propice au burn-out qui est déjà un terrain de fragilité personnelle. Alors, on a quelques références pour suivre ce qu'est un burn-out. Je pense à deux films, un qui s'appelle De bon matin avec Jean-Pierre Daroussin et l'autre qui s'appelle Corporate, qui sont deux films qui traitent du burn-out et de la manière dont ils sont gérés en entreprise, voire provoqués en entreprise. Parce que l'ambiance générale de l'entreprise n'est pas étrangère à ces coups de stress, de dépression ou de burn-out. Ouais. Alors déjà, le stress, quand on entend dire que certains salariés ne travaillent mieux ou que rapidement que grâce au stress, c'est évidemment insupportable à entendre. Le stress n'est pas bon, vous l'avez dit. Il n'est pas bon parce qu'il soumet le corps à une réaction biologique intense. Voilà. Et donc, on le ressent d'autant plus qu'on ressent des picotements, des fourmillements, parfois on ressent la transpiration, donc une forte sudation, on est chaud, on a mal au crâne. Vous voyez, le stress peut produire des réactions en cascade, donc on n'a pas envie d'être dans cette prédisposition-là. Et surtout, le stress, il répond à un problème de manque. C'est une défaillance. Lorsqu'on parle de stress, on parle de déséquilibre entre ce que l'on me demande de faire et les capacités que j'ai pour m'y employer. Et donc, si on ne règle pas les causes, c'est-à-dire les défaillances, on ne règle pas les problèmes de conséquences, c'est-à-dire les conséquences dramatiques qui sont les TPS, les troubles psychosociaux. Alors, souvent, le burn-out est une conséquence sur une longue période, parce que je ne pense pas qu'on fasse un burn-out au bout de 5 minutes de pression.
mais que c'est quelque chose qui est dans l'organisation de l'entreprise, qui devient pesante et qui fait exploser les gens. Alors oui, alors attention parce que le terrain, pouvant, d'un salarié à un autre, être différent, notamment le terrain privé où on peut déjà avoir essuyé quelques difficultés personnelles et même d'ordre psychologique, on peut avoir des déclencheurs, et des irritants, au vu du burn-out qui sont plus précoces chez certains salariés que d'autres. C'est-à-dire que dans les mêmes conditions de travail difficiles, dans les mêmes, notions de stress que subissent ces salariés, 3 personnes par exemple, l'une peut, être simplement, stressée, mais pas plus. Une autre peut très bien rentrer dans une, grave dépression et une autre peut être frappée d'un syndrome de burn-out avec des grosses difficultés même à rester dans l'entreprise. Donc, tout dépendra des capacités, émotionnelles, de la charge mentale que pourra supporter le salarié. Et il faut, dans tous les cas, je crois, regarder l'action du management sur les salariés pour comprendre quelquefois ces phénomènes. Oui, effectivement, bah, on parle même parfois dans les entreprises de management, par exemple, de la terreur. Le management de l'autorité, le management pyramidal, patriarcal, bon, infantilisant aussi. Donc tous ces modèles de management sont des managements où on ne regarde que l'objectif. On ne regarde que la productivité, la rentabilité. Et la souffrance est totalement écartée au point qu'on ne voit pas les gens tomber en dépression. Non, c'est l'image de ces conventions d'entreprise où on voit projeter fièrement des courbes à la hausse, alors qu'on se satisfait et on s'applaudit d'avoir atteint, dépassé les objectifs. Mais on ne se retourne pas vers les gens en disant c'est quand même vous qui l'avez fait. Je crois que c'est le point commun de ce qu'on voit, de ces jeunes entreprises, quelquefois, où les gens qui y sont ont une moyenne d'âge qui est autour de 30 ans et qui se prennent pour des supermen, quoi. Oui. Alors, on pourrait d'ailleurs opposer 2 courbes, voire même 3. La courbe, parfois ascensionnelle, des accidents de travail, et des maladies professionnelles, avec la courbe parfois aussi ascensionnelle des résultats. Est-ce que, pour atteindre ces résultats, ça n'a pas été au mépris de la santé, de la sécurité des salariés? Je trouve que ça serait bien de juxtaposer si la productivité, a été, encouragée par l'augmentation des accidents de travail. Alors, C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est tué à la tâche? c'est ça. Alors comment on gère ça quand on est DRH, quand on est chef d'entreprise et qu'on veut à la fois atteindre des résultats et ne pas abîmer la santé mentale de ses salariés? Eh ben, on va traiter la question du modèle managérial, justement. Alors, il y en a des modèles qui aujourd'hui sont plus portés sur l'humain, de sorte à ce que justement on ne déconsidère pas les besoins de chacun, que ce soit des besoins de repos, des besoins d'amélioration des conditions de travail, des besoins d'adaptation, des besoins d'encadrement, des besoins de formation, des besoins d'équipement, et puis gérer aussi les appels au secours. Ne plus les dénier et ne plus considérer que les gens qui sont en difficulté sont des faibles ou sont des tirs au flanc. Donc arrêter aussi les politiques culpabilisatrices qui visent à dénier les vrais problèmes de terrain. Par exemple, aller remettre un prix et communiquer à tout le monde sur l'employé du mois valorise très peu l'employé du mois et stresse ceux qui ne se sont pas finalement. Exactement, et puis ça crée même un sentiment d'injustice parce qu'on a tous travaillé. Et être relégué au fond de la classe alors qu'on a participé au succès de l'entreprise, ce n'est pas une manière de motiver les troupes. Alors on fait très attention à son management, on fait très attention à sa manière de considérer ses courbes et on y intègre la courbe de l'humain dedans. Je crois que c'est le conseil qu'on peut donner Oui, à et puis on l'ensemble de ces peut y entreprises. associer tous les acteurs de l'entreprise, alors à la fois les managers, les salariés, mais surtout les représentants du personnel, qui doivent être très vigilants sur ce qui cause à la fois un mauvais climat social, ce qui l'érode, ce qui nourrit une montée en puissance des accidents de travail, en particulier lorsqu'ils sont vectorisés par les risques psychosociaux. Et puis, tout ne peut pas être traité par le biais du stress. Toute pression au travail n'est pas bonne et le burn-out, on doit absolument l'éviter. Merci beaucoup Fabrice. Merci.